Le plan annoncé par Trump pour escorter les navires dans le détroit d'Ormuz, baptisé le Project Freedom, semble davantage être une manœuvre politique et psychologique qu'une véritable mesure de protection. L'Iran, en rejetant la réponse américaine en 14 points, a en réalité envoyé un message géographique et politique majeur. L'Iran a précisé que sa proposition n'était pas liée au programme nucléaire, mais qu'elle visait uniquement à servir les intérêts américains et israéliens. La question n'est plus quelles armes l'Iran déposera-t-il. La question est plutôt quelles sont les conditions d'un cessez-le-feu en Iran. Le sénateur Bernie Sanders, l'un des adversaires les plus virulents du président américain Trump, a fortement critiqué le capitalisme américain. Il a soulevé la question suivante. L'Amérique a dépensé environ 2 billions de dollars pour la guerre en Irak. Le coût de la guerre en Afghanistan pourrait atteindre 2,3 billions de dollars et une guerre possible contre l'Iran pourrait coûter 1 billion de dollars. Il se demande ensuite pourquoi il y a toujours des ressources pour les guerres, alors que, pour les Américains, les dollars manquent pour le logement, l'éducation et les besoins fondamentaux de la classe ouvrière. Même pendant la guerre contre l'Iran, le monde entier a vu comment Trump a été placé au centre des intérêts politiques d'Israël et de Netanyahou. Et maintenant, avec le plan visant à augmenter massivement le budget américain, nous avons l'impression que Washington joue au poker pendant que Téhéran joue aux échecs. Certains théoriciens décrivent ainsi la guerre menée par l'Amérique et Israël contre l'Iran d'une manière simple mais significative. Cela ressemble apparemment à une parabole, mais c'est peu être ce qui explique toute l'affaire. Le poker est un jeu de pression, d'audace et de tromperie, où le joueur tente de forcer l'adversaire à se rendre par le bluff. L'attitude de Washington est restée similaire depuis le début de cette guerre. Une grande attaque initiale a été décidée comme une tentative de mettre fin à l'hégémonie iranienne et de tout risquer sur un changement de régime. Selon Brian Clark, expert en affaires militaires, c'était peut être l'erreur fondamentale de Trump. Mais le véritable problème est que lorsque vous utilisez votre coup le plus puissant dès le début, vous avez moins de marge de manœuvre pour la suite. Dans le langage stratégique, cela s'appelle un piège d'escalade. C'est dire un piège dans lequel, après l'intensité initiale, il devient difficile de prendre d'autres mesures efficaces. Quand le premier coup échoue, les objectifs changent et selon les principes du poker, il est possible de changer le sens du jeu et de déclarer que cette main est une victoire. À l'inverse, les échecs sont un jeu de patience, de sagesse pratique et de temps. Et apparemment, l'Iran joue ce même jeu. Au lieu de répondre directement à la puissance américaine, il a élargi le champ de bataille. Il ne l'a pas limité à la seule base militaire, mais l'a étendu au niveau géographique et stratégique. Il n'est pas nécessaire que l'Iran défasse complètement l'Amérique sur le plan de l'efficacité. Il lui suffit de tenir assez longtemps pour modifier le coût total et l'équilibre de la guerre. Et c'est là que la situation change. Surtout dans le détroit d'Ormuz, qui a transformé un conflit régional en conflit mondial. Trump vient d'annoncer un plan pour escorter les navires dans le détroit d'Ormuz, un plan nommé le Project Freedom. Apparemment, cela ressemble davantage à un drame politique et psychologique qu'à une mesure de protection. Car malgré l'inclusion de plus de 100 destroyers, lance-missiles et de plateformes sans pilote, on ne sait toujours pas clairement comment toutes ces ressources militaires seront utilisées pour rétablir la flotte commerciale. Selon plusieurs experts de la défense, le véritable objectif de ce plan n'est pas d'établir une force de sécurité appropriée. Il est plutôt de créer l'impression que la route maritime est sûre en augmentant la présence militaire américaine dans les eaux d'Ormuz. Cependant, au lieu de réduire la tension dans la région, il existe un risque qu'elle augmente encore davantage. Pour les critiques, cette stratégie reflète l'idée que Washington tente de gérer la crise par de simples démonstrations de force sans objectif clair. Parce que si de véritables convois d'escorte ne sont pas fournis aux navires commerciaux, alors la seule augmentation du nombre de navires de guerre américains et de patrouilles aériennes ne suffira pas. La réalité stratégique fondamentale du détroit d'Ormuz ne peut pas être changée. Par conséquent, cette idée ressemble davantage à une démonstration symbolique qu'à une solution pratique solide. Son but est de donner du temps et du réconfort au marché et aux organisations internationales, et non de régler la racine du problème. L'Iran a envoyé un message géographique et politique en rejetant la réponse américaine en 14 points.
Téhéran veut désormais s'asseoir à la table des négociations, non pas comme une partie faible, mais comme un État capable de faire accepter ses exigences. L'Iran a précisé que sa proposition n'était pas liée au programme nucléaire, mais qu'elle avait un seul objectif, la dénonciation de l'agression américaine et israélienne. Ce n'est pas une simple déclaration de recommandation, mais l'indication d'un changement fondamental dans la politique du pouvoir mondial. Car lorsqu'un État déclare qu'il ne croit pas aux questions ou aux promesses américaines, mais à la force du champ de bataille, le message est clair. Cela signifie qu'il utilise sa médiation comme une continuation de sa supériorité interne et non comme un aveu de faiblesse. L'histoire témoigne que, dans la politique des États puissants, le respect ne s'obtient pas par des principes moraux, mais par la puissance. Les États-Unis n'ont jamais engagé de négociations sérieuses avec la Corée du Nord avant que Pyongyang n'acquiert des capacités nucléaires. Le Vietnam a forcé l'Amérique à négocier non pas par des arguments diplomatiques, mais en la défaisant sur le champ de bataille. Après 20 ans de résistance contre la plus grande puissance militaire du monde, les talibans ont amené les États-Unis à la table des négociations à Doha. L'Iran semble aujourd'hui suivre le même principe. Si un État maintient son autorité et sa puissance, alors les grandes puissances devront écouter ses conditions. D'où l'affirmation de Téhéran selon laquelle la véritable garantie est la puissance du champ de bataille. Ce n'est pas seulement une phrase, mais l'expression d'un point de vue complet. L'aspect le plus troublant pour l'Amérique est que le pays qui a été déclaré menace régionale pendant des décennies, contre lequel des sanctions économiques ont été imposées, dont les scientifiques ont été tués, et contre lequel des opérations de renseignement ont été menées, ce même Iran impose aujourd'hui ses conditions à l'Amérique, qu'elles soient liées ou non. La question n'est plus de savoir quelles armes l'Iran déposera, la question est plutôt de savoir quelles conditions supplémentaires l'Iran imposera pour le cessez-le-feu. Ce changement est une indication claire de l'évolution de l'équilibre des pouvoirs en Orient. La médiation elle-même, par l'intermédiaire du Pakistan, est aussi un signal important. Les grandes puissances, en politique mondiale, utilisent souvent un troisième élément lorsque des négociations directes peuvent s'avérer coûteuses politiquement ou diplomatiquement. L'Amérique a utilisé le Pakistan pour rétablir ses relations avec la Chine. Les contacts de renseignement avec l'Iran ont été menés par l'intermédiaire d'Oman et les contacts avec les talibans ont été maintenus par l'intermédiaire du Qatar. L'émergence du Pakistan comme médiateur dans cette tension montre que l'Amérique et l'Iran veulent toutes deux éviter, à ce stade, les implications politiques de relations rapprochées. Mais en même temps, les deux comprennent aussi qu'il est important d'empêcher le conflit de se transformer en guerre totale. La décision de l'Iran d'inclure la question nucléaire dans le décor à ce stade est aussi une recommandation très réfléchie. Téhéran sait que s'il commence des négociations sur son programme nucléaire dans une atmosphère de guerre, cela sera interprété comme une capitulation face à la pression et comme l'adoption d'une position défensive. Par conséquent, l'Iran a envoyé le message suivant. D'abord, la guerre s'arrêtera. Ensuite, les autres dossiers seront discutés. Il s'agit en réalité d'une tentative de façonner le cadre des négociations en sa faveur, afin que l'Iran ne soit pas perçu comme une partie qui fait des concessions sous la pression américaine. La réalité est que si les États-Unis évaluent les tactiques iraniennes, ils reconnaissent aussi que le coût d'une confrontation totale contre l'Iran pourrait être insupportable. Les États du Golfe craignent l'élargissement de la guerre. À l'échelle mondiale, les marchés sont victimes de la méfiance. Israël subit la pression d'un conflit prolongé et Washington craint de s'enliser dans une nouvelle guerre longue au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle, malgré sa supériorité militaire, l'Amérique doit chercher des voies recommandées. Depuis la révolution iranienne de 1979, l'objectif de l'Amérique a été de garder l'Iran isolé, faible et contenu. Mais 4 décennies plus tard, le tableau est inverse. L'Iran a non seulement réussi à maintenir son statut souverain, mais il a aussi établi son influence en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et en Palestine. C'est une réalité que même les décideurs occidentaux ne peuvent plus ignorer. L'Iran ne peut pas être détruit. Il faudra donc maintenant le gérer. Les pourparlers actuels dans cette tension ne sont pas simplement une tentative de détente, mais le signe d'un nouvel équilibre régional dans lequel l'Iran veut être perçu non pas comme une partie vaincue, mais comme un adversaire décisif. Ainsi, la vraie nouvelle n'est pas que l'Amérique a répondu au plan iranien en 14 points.
La vraie nouvelle, c'est que l'Amérique est maintenant forcée de parler à l'Iran dans la même langue que la politique internationale a toujours considérée comme la langue du pouvoir. L'Iran envoie au monde le message que, dans un système international sans autorité supérieure claire, les garanties ne s'obtiennent pas par la paperasse, mais par l'indépendance stratégique et la capacité concurrentielle. Si cette tendance se poursuit, il est possible que l'ère de la domination américaine au Moyen-Orient, qui a atteint son apogée après la guerre du Golfe de 1991, soit maintenant en train de se diriger graduellement vers sa fin. Les Émirats arabes unis ont décidé de se séparer de l'OPEP, tandis que l'Arabie saoudite a commencé à réduire son initiative d'investissement sportif international la plus importante et la plus prestigieuse. Ces deux alliés proches de l'Amérique traversent une phase compliquée et amère de séparation. Cependant, les deux subissent actuellement la pression et les menaces de l'Iran. Cette présentation est d'une importance extraordinaire, car à peine un an après la visite du président Trump dans le Golfe, ce rêve de toute la région a été sévèrement brisé. Dans ce rêve, l'idée d'une période post-pétrole était présentée, où les efforts du Golfe permettraient d'obtenir une puissance géopolitique grâce aux inventions scientifiques et au capital américain. Les promesses de capitaux de plusieurs billions de dollars faites par Trump pendant son mandat sont maintenant irréalistes. Et l'âge d'or de l'Amérique, dont on prétendait qu'il serait partiellement soutenu par le capital du Golfe, commence lui aussi à sembler douteux. Il est possible que la visite de Trump soit l'aboutissement ultime de l'idée selon laquelle le Golfe devait être le centre du monde artificiel, du capitalisme mondial et de la future géopolitique. Mais maintenant, la situation semble prendre une tournure contraire. Selon Joe Demegen, chef de la direction de Constellation, les attaques de drones à faible coût de l'Iran ont prouvé que l'installation de centres de données d'une valeur de 20 milliards de dollars dans des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n'est plus une proposition lucrative ou sûre pour les investisseurs. La direction du Golfe a passé des décennies à perfectionner le modèle de Dubaï. Un modèle dans lequel l'investissement serait présenté comme un actif stratégique précieux aux voyageurs étrangers, aux capitalistes et aux ressortissants étrangers. Mais les attaques iraniennes, qui ont aussi visé des hôtels de luxe et des aéroports, ont ébranlé les fondations de toute cette idée. Dans le même contexte, le fonds souverain de l'Arabie saoudite s'est retiré de LIV Golf, dans lequel plus de 5 milliards de dollars avaient été investis depuis 2022. Le premier signe majeur de cette crise est que, en raison de la réduction de la production pétrolière, l'Arabie saoudite est maintenant contrainte de limiter ses ressources financières. Pendant cette période, à Riyad, la richesse a été ouvertement dilapidée au nom du prestige et de la publicité. Qu'il s'agisse de combats de boxe mondiaux, de festivals d'humour ou d'une ville aussi étincelante que Neom, tout cela est maintenant soumis à une immense pression, surtout avant la Coupe du Monde de 2034. D'un autre côté, les Émirats arabes unis avaient promis d'investir 144 billions de dollars en Amérique l'an dernier. Ils veulent maintenant quitter l'OPEP et adopter la voie d'une production pétrolière selon leurs propres conditions. L'annonce a été faite le même jour où le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a convoqué une réunion des dirigeants du Golfe à Jeddah. Selon des rapports, la direction saoudienne a non seulement été surprise par cette décision, mais elle a aussi été profondément déconcertée. Les exportations pétrolières des Émirats en dehors du contrôle dirigé par l'Arabie saoudite sont payées par l'intermédiaire d'Etihad, ce qui constitue la dernière manifestation de cette rivalité régionale croissante. Ces racines se trouvent dans les tensions entre les deux directions, ainsi que dans des politiques différentes concernant le Yémen, le Soudan, la Palestine et les conflits régionaux plus larges. La guerre avec l'Iran a encore approfondi ce fossé. Le président émirati Mohammed Ben Zayed voulait initialement empêcher la guerre et a tenté de dissuader Trump de franchir cette étape. Mais lorsque la guerre a commencé, il a adopté la position selon laquelle la guerre ne devait pas se terminer sans écraser complètement l'Iran, afin que Téhéran n'en sorte pas plus fort. Au contraire, l'attitude du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman était opposée. Au départ, il était favorable à la guerre. Mais à mesure que les dangers pour ses intérêts pétroliers augmentaient, il a commencé à chercher d'autres voies de sortie. De son côté, le Qatar a aussi subi de lourdes pertes.
Son infrastructure gazière a été endommagée et sa stratégie tenace visant à maintenir l'équilibre entre les États-Unis et l'Iran a été affaiblie par les attaques. Les Émirats arabes unis sont maintenant ouvertement engagés dans les accords d'Abraham et dans leur participation avec Israël. Israël a d'abord fourni des systèmes de défense antimissiles aux États-Unis durant les premières étapes de la bataille. De son côté, l'Arabie saoudite semble maintenant produire des biens plus coûteux avec la Turquie et le Pakistan. Cependant, Trump veut toujours négocier une date pour le rétablissement des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Mais depuis le déclenchement de la guerre, la position saoudienne sur cette question semble s'être refroidie. Selon des rapports internes, l'administration Trump n'a pas réussi à saisir à quel point les divergences entre l'Arabie saoudite et les Émirats étaient devenues sérieuses. Et à mesure que la fracture dans le Golfe s'élargissait, Washington s'est volontairement abstenu d'y intervenir. Lors de la crise initiale, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a envoyé un message clair à Riyad et à Abu Dhabi. L'Amérique ne soutiendrait aucune des deux parties. De même, le gendre de Trump et envoyé spécial, Jared Kushner, qui entretient des liens étroits avec les deux directions, est lui aussi demeuré prudent et s'est abstenu de pencher d'un côté. Les autorités américaines sont maintenant profondément préoccupées. Les deux alliés arabes les plus importants de Washington pourraient sortir de cette guerre plus opposés l'un à l'autre que jamais. Même si la réalité est que les États du Golfe possèdent encore d'immenses réserves de puissance et de capital, et que leurs liens de défense avec les États-Unis ont été encore renforcés après la guerre, certains commentateurs rejettent la crise iranienne comme un simple revers temporaire pour les États du Golfe. Le portrait d'ensemble révèle que le rêve doré du capitalisme du Golfe promis par Trump a été gravement endommagé par le résultat de sa politique iranienne. Réparer cette confiance dévastée et cet équilibre du Golfe qui s'effrite pourrait prendre plus de temps qu'il n'en reste à Trump. D'un autre côté, Israël, qui a poussé l'Amérique et Trump dans cette guerre contre l'Iran, n'a pas renoncé à ses ambitions expansionnistes, même aujourd'hui. Les forces d'occupation israéliennes étendent leurs opérations dans la bande de Gaza au-delà des limites fixées dans le cadre d'un cessez-le-feu qui entrera en vigueur en octobre 2025. Israël a prolongé sa nouvelle ligne orange de 8 à 9 mètres en profondeur dans le territoire palestinien. Après cette action, plus de 62% de la bande de Gaza est passée sous contrôle israélien alors qu'il ne restait que environ 38% de la zone assiégée pour les Palestiniens. Cela a sévèrement limité l'espace de vie de la population palestinienne et aggravé encore davantage la crise humaine déjà désastreuse. Cette évolution survient après la ligne jaune précédemment établie par Israël qui avait été déterminée comme la limite du déploiement militaire israélien dans la première phase du cessez-le-feu. Les cibles israéliennes à l'intérieur de Gaza sont encore élargies. Par conséquent, les frontières sont tracées sur la base des réalités du terrain. Cette avancée a donné naissance à une nouvelle vague de déplacements, surtout dans certaines parties de l'Est et du Nord de Gaza. Il semble qu'Israël n'ait toujours pas renoncé à son rêve du Grand Israël. Après la guerre entre l'Amérique et l'Iran, l'attention du monde est concentrée uniquement sur les discussions extérieures et les tensions entre l'Iran et l'Amérique. Mais Israël mène aussi une guerre au Liban. Les bombardements se poursuivent encore aujourd'hui à l'intérieur de Gaza et les gens ordinaires de Gaza, ainsi que les musulmans palestiniens, sont tués. Benjamin Netanyahou ne peut reculer devant son rêve du Grand Israël que si l'Amérique met fin à son appui structurel. Mais les lobbies pro-israéliens sont devenus si puissants en Amérique qu'ils contrôlent même Trump. Ils contrôlent aussi le Congrès et font en sorte que les politiques du Pentagone suivent leur volonté. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.